Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à l'émission Canissa, un rendez-vous ouvert vers un monde meilleur dans notre agora culturelle. Je me nomme Kimia Cardinal, votre animatrice. Je suis très heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous et je ne serai pas seule car nous avons un invité de marque et nous converserons autour du sujet de la guérison. Notre invité aujourd'hui, c'est Dr Maïcha Bouma. Bonjour Monsieur Maïcha Bouma, comment allez-vous? Je vais bien, merci, et bonjour Madame Kimia. D'accord. Mhm. Et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Mhm. Ainsi, avant de plonger dans notre vif du sujet du jour, pouvez-vous avoir l'amabilité de vous présenter à nos chers auditeurs et auditrices? D'accord, merci. Donc, je salue les auditeurs, les auditrices de l'émission. Je suis Bouma Maïcha et je suis psychothérapeute de profession et professeur d'université. Et je suis basé à Ottawa. Parfait, parfait, parfait. Tel que vous venez justement de le dire dans votre présentation, vous êtes psychothérapeute. Ainsi, pouvez-vous nous relater le processus de la guérison dans le champ des traumatismes psychologiques? Alors, ça, c'est un champ de connaissances assez large, le processus de guérison des traumatismes. Euh, Tout d'abord, lorsqu'on parle de traumatisme, on parle de situations qui ont menacé l'intégrité physique ou même la vie de quelqu'un, la vie de la personne qui en souffre, ou en tout cas, on a été témoin de pareils événements, situations qui menacent la vie de personnes qu'on aime ou d'autres personnes. Et ça laisse des marques assez profondes pour la personne. La notion de sécurité devient problématique. Et lorsqu'on parle de notion de sécurité, c'est sécurité pour soi, mais aussi la façon dont on voit l'autre, c'est-à-dire au niveau des relations, ça devient compliqué. On a du mal à faire confiance aux gens parce qu'on a peur de se faire blesser. Des fois, on a l'impression que en tout cas, la situation va se répéter, on ne sait pas qui va le faire cette fois-là et on ne sait pas si on va, en tout cas, s'en sortir. Et donc, c'est à tenir, on doit tenir compte de cela. Et si on est dans le processus de guérison, et là, ça dépend du cadre en tout cas, mais d'un point de vue psychothérapeute ou psychothérapeutique, le processus peut être différent de ce que ferait par exemple un leader spirituel, quelqu'un qui facilite la guérison à travers euh, l'enrichissement ou l'inspiration par des moyens de spiritualité, notamment la foi. En tant que psychothérapeute, nous, on est au niveau de guérir la personne partant de la relation. Et cette relation, la première, c'est la relation avec le thérapeute, qui doit être une relation de sécurité, d'apaisement, de réconfort, de rassurer la personne, et une relation plutôt aussi basée sur le respect de l'expérience de la personne que nous avons devant nous, parce que malgré la formation qu'on a, on n'en sait pas autant que la personne qui l'a vécu, cette situation-là. Et une fois, cette relation peut devenir le modèle de notre relation. Et on pourrait peut-être aider la personne à développer cette confiance d'abord en eux-mêmes, parce que des fois, ce qui arrive lorsqu'on a été victime de situations traumatiques comme ça, on se pose beaucoup de questions, on se remet en tout cas en question, et on se croit peut-être moins méritant des relations ou moins méritant de faveur d'autres personnes, alors que ce n'est pas le cas. Donc, réconcilier la personne avec soi-même et aider la personne à revoir sa perception de son entourage pour qu'il puisse en tout cas en tirer le soutien possible, parce que le soutien social, le soutien familial, le soutien amical peut accompagner le processus psychothérapeutique pour en tout cas permettre à la personne de vivre une vie pleinement épanouie. On ne peut pas vivre
en tout cas, avec le thérapeute, on passe 1 heure par session. Dans la majorité du temps, on le passe dans ou avec nos relations sociales. Mhm. Voilà. Et ce qu'en tout cas, on souhaite que la personne arrive un jour Mhm. à faire un récit complet, un Mhm. récit tolérable de l'expérience, de ne plus y réagir de la même façon que quelqu'un en souffrance, mais plutôt d'en faire, en tout cas, un chapitre de sa vie et en tirer les leçons et peut-être inspirer d'autres personnes des Mhm. générations à venir, par exemple, sur son expérience de résilience qui l'a Mhm. amené à vaincre, en tout cas, les conséquences de la situation. Absolument. C'est vraiment riche Mm. comme processus parce que, comme vous avez dit, la personne peut avoir vécu des situations traumatisantes et vous, en tant que psychothérapeute, vous êtes là pour apporter justement de l'aide, mais en même temps, c'est pas vraiment, disons, carré. C'est vraiment avec un sens d'humanité que vous cheminez avec la personne blessée, je peux dire, pour justement qu'elle puisse guérir. Hein. Exactement, exactement. Donc, Mhm. on tient compte de ses capacités aussi, parce que quelqu'un peut avoir vécu des situations comme celle-là, et on ne peut pas ignorer que, bon, peut-être il a déjà des facteurs de résilience qui étaient là. Je parlais Mhm. tantôt de la foi de la personne. Il pourrait y avoir d'autres facteurs qui, soit ses valeurs, les valeurs familiales relationnelles, Mhm. il pourrait y avoir d'autres facteurs Mhm. ces relations avec d'autres personnes. Et même au niveau du processus intérieur de la personne, Mhm. on a chacun, en tout cas, sa façon de traiter l'information que nous avons devant Mhm. nous. Et il y en a qui ont la capacité de réguler leurs pensées et leurs émotions Mhm. beaucoup mieux. Mhm. Donc, on peut explorer cela d'abord. Et on voit qu'il y a des défis, on essaie de renforcer ses capacités pour rendre la personne plus autonome et être en mesure de gérer sa situation Mhm. d'abord et bien sûr aussi être à l'aise de Mhm. faire recours aux ressources en tout cas dont elle fait confiance si Mhm. jamais ses capacités à elle-même n'arrivent pas à répondre peut-être à une situation de crise euh, Mhm. qu'elle est en train de vivre. Parfait, Mm. parfait. C'est une Mm. très bonne chose. Donc, il y a toujours une solution hein, avec, Absolument. voilà, avec des blessures que Mhm. j'appelle intérieures. Mhm. Mhm. Donc, dans ce sens-là, comme vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine de la thérapie, que Mhm. représente pour vous la santé mentale des afro-descendants? Alors, la santé mentale des afro-descendants, euh, pour moi, en tout cas, c'est une opinion basée sur mes observations, mais aussi des recherches que j'ai faites. Mhm. C'est une euh, question de vision du monde. Euh, Mhm. Tout d'abord, il faut parler de cela, parce que lorsqu'on parle de la santé mentale, Mhm. c'est de s'identifier, savoir s'évaluer, savoir identifier des défis si on en a. Et Mhm. la vision du monde que l'on a, la vision du monde des afro-descendants, selon la documentation scientifique actuellement, Mhm. classe en tout cas les conditions de troubles mentaux Mhm. d'un point de vue surnaturel dans la plupart des Mhm. cas. C'est habituellement la personne va chercher à interpréter sa situation euh, en cherchant à répondre à la question pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi Mhm. je suis comme ça. Et les réponses habituellement qu'on va entendre de personnes, c'est parce que ça ne va pas avec mes ancêtres, c'est parce que ça ne va pas avec ma mère, avec ma tante. Mhm. C'est souvent des réponses comme celle-là. Et pour cette personne, elle pourra penser que bon, si je me remets en ordre, en harmonie avec mes ancêtres, avec mon Dieu, avec mes parents, ça pourra aller mieux pour moi. Et évidemment, ça pourrait, parce que ça pourra permettre à la personne de Mhm. dire qu'il n'y a pas de menace. Et Il y a- lorsqu'on se met dans un état de confiance qu'il n'y a pas de menace, Mhm. ça réduit l'anxiété, ça réduit la peur que la personne peut avoir.
Cependant, ça n'enlève pas la condition qui est là, parce qu'il faut aussi voir la question du comment. Comment j'en suis, en tout cas, je me suis retrouvé dans cette situation. Et c'est peut-être parce que je travaille trop dur, sans arrêt, parce que je ne prends pas soin de moi, parce que je ne m'affirme pas assez, parce que les gens prennent avantage de moi. Et c'est des éléments comme cela qui répondent à la question comment je suis arrivé à ce niveau. On peut avoir un contrôle là-dessus et on peut évaluer, examiner et sincèrement dire si on a réussi à changer ces conditions, si on a de meilleures relations, c'est-à-dire on s'affirme mieux. Et si on travaille, on a une vie beaucoup plus balancée entre travail et vie familiale, personnelle, si on prend soin, on prend bien soin de soi. C'est des éléments, en tout cas, sur lesquels on peut avoir un contrôle et des éléments mesurables. Et ça, c'est un facteur pas assez promu dans la vision du monde de la santé mentale afrodescendante. Et il y a des travaux quand même que nous effectuons et que d'autres chercheurs effectuent pour parvenir à réconcilier les deux visions. Il n'y a pas une qui soit en tout cas mauvaise. Les deux sont des visions qui peuvent permettre à la personne de changer son état mental, de changer, d'améliorer ses conditions en termes de troubles mentaux et de jouir de sa vie en bonne santé mentale. Absolument, absolument. Néanmoins, ça m'interpelle beaucoup justement l'aspect de la prise en compte de la santé mentale comme un problème ayant comme source des facteurs, comme vous l'avez donné comme exemple. Par exemple, peut-être que la personne est épuisée ou autre chose de la vie, d'autres problèmes de la vie qui peuvent justement influencer le niveau de la capacité de la santé mentale d'une personne au lieu de pouvoir directement passer par comment je peux dire, des raisons, disons, spirituelles ou surnaturelles, comme vous l'avez dit. Donc, dans ce sens-là, avec le fait que maintenant, on s'en rend compte, je dis « on », pourquoi? Parce que moi, si je suis afro-descendante, et le sujet de plus en plus mis sur les médias ou dans des plateformes de discussion et ainsi de suite. Mais j'ai encore pas vu ce que vous venez de dire, par exemple, vraiment démontrer qu'il y a deux visions. Peut-être éduquer les afrodescendants à reconnaître que le surnaturel existe, mais peut-être essayer aussi d'analyser l'état de la santé par rapport à ce qui se passe dans la réalité avant d'aller au niveau de la vision spirituelle, par exemple. Exactement, c'est exactement le travail à faire par les professionnels. Il y a des organisations qui font du travail de sensibilisation. Et je vais seulement peut-être mentionner un élément triste. Par exemple, en RDC, la question de viol, par exemple, qui a été interprétée comme tabou. J'ai écrit un livre, 2 livres d'ailleurs là-dessus. Et cela a eu un grand impact sur les ressources auxquelles pourraient avoir les victimes, accès les victimes, parce que déjà interprété comme un tabou, ça met la personne dans un état d'impureté, dans un état de dangerosité. On devient danger pour soi et danger pour son entourage. Donc, au lieu de s'approcher de la personne en souffrance, l'aider à surmonter ses défis, sa souffrance, ce qu'on faisait, c'est de s'en éloigner parce qu'on a peur pour soi aussi. Il y a des victimes qui ont dû quitter leur village, ont dû aller en exil pour la simple raison que on voit en elles un danger. On voit en elles le canal par lequel le malheur pourrait arriver à leur village, un mauvais sort. Et ça a pris beaucoup de travail aux organisations, tant locales qu'internationales, sincèrement, à vulgariser la bonne information sur le viol, ses conséquences,
et la question de responsabilité aussi. Et de plus en plus, on voit des communautés agir différemment et agir dans le sens à soutenir le processus de guérison des survivants. Voilà, je l'espère vraiment parce que quand vous venez de donner comme exemple les stigmates font que les gens qui souffrent de santé mentale deviennent des dangers par rapport aux autres et pourtant c'est pas le cas. Et pourtant, ces personnes-là ne devraient pas se faire stigmatiser ni se faire traiter comme si elles étaient des parias. Donc, j'espère en tout cas que ça va changer cet aspect-là, qu'il y aura plus de sensibilisation sur l'importance d'analyser les problèmes de santé mentale comme étant des problèmes à régler et non à donner des étiquettes spirituelles au premier abord, en tout cas. Ok. Mais quand vous venez justement de le dire, vous avez écrit 2 livres qui traitent sur le sujet, par exemple, du viol, ainsi que les impacts ou les conséquences qui s'y rattachent. Dans ce sens-là, que pensez-vous sur l'hésitation quand même de la psychologie dans la culture africaine, malgré que le sujet du viol, par exemple, est vraiment, je peux dire, répandu, malgré que ça me crève le cœur de dire que c'est répandu. Mais c'est vraiment, ce n'est plus tabou, le viol, et nous espérons que ça va cesser. Mais que pensez-vous justement de ce manque-là de la promotion quand même de la psychologie dans la culture africaine? Je pourrais avoir une réponse assez personnelle à cela, dans le sens que moi, lorsque je me suis inscrit au programme de psychologie, je suis chrétien et je fréquente l'église. Je fréquentais surtout beaucoup plus à l'époque et je me rappelle, en tout cas mon pasteur à l'époque me dirait comment est-ce qu'un chrétien peut étudier la psychologie, une science, en tout cas au parc, une science peut-être des francs-maçons, des personnes qui ne croient pas en Dieu. Alors ça nous ramène à l'interprétation, la vision, à la croyance que les gens ont de la discipline. La psychologie ne s'occupe pas du satanisme, ce n'est pas de l'obscurité, du monde obscur. On s'occupe du bien-être de la personne et du bien-être à plusieurs niveaux. En psychologie, il y a plusieurs disciplines. Il y en a qui vont, en tout cas, s'occuper du bien-être de l'humain à partir de ses pensées, à partir de son vécu émotionnel, à partir de ses relations. Donc, c'est une science comme toutes les autres, mais encore une fois, comme je disais, vu l'interprétation qui lui est accordée comme peut-être étant en contradiction avec certaines croyances bibliques notamment, il y a comme une campagne de découragement ou de stigmatisation d'ailleurs des personnes qui font la psychologie. Je vais donner par exemple un exemple. Étant en psychologie, quelqu'un qui fait des délires, et on pourrait peut-être penser au niveau de la religion, c'est quelqu'un qui est inspiré, qui voit des visions, qui prophétise, tout ça. Alors, et ça peut exister. Je ne dis pas que ça n'existe pas. En même temps, on ne peut pas mettre toute tendance de délire comme étant une expression divine. Il pourrait aussi y avoir une expression pathologique. Et ça, c'est juste un exemple. Lorsqu'un psychiatre, un psychologue pose ce diagnostic-là, devant le pasteur, il va penser que non, tout ce qui ressemble à cela, c'est une manifestation de la divinité, une manifestation de l'esprit de Dieu, alors que ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a des endroits ou des aspects comme cela qui mettent en contradiction l'interprétation de la situation du patient, du client. Celui du monde spirituel va l'interpréter comme étant peut-être soit une possession par les mauvais esprits ou une inspiration par l'Esprit Saint, alors que celui du monde de la science va se poser des questions sur, en tout cas, une certaine absence d'identification de la réalité, une certaine vie
dans l'irréel qui fait que la personne va vivre ces délires. Mhm. Mm. Donc, j'espère justement qu'il y aura encore plus d'occasions qui vont se créer pour démontrer les bienfaits de la psychologie. Comme vous avez dit, la psychologie est une science qui s'occupe justement du bien-être de la personne et non pour stigmatiser les personnes en soi. Si vous me permettez, je vais quand même dire qu'il y a une tendance de plus en plus conciliante entre la psychologie et la spiritualité. Moi, d'ailleurs, c'est ma spécialité aussi. On trouve de la valeur dans la collaboration entre ce qui est psychique et ce qui est spirituel. Les deux, mis ensemble, renforcent en tout cas le champ d'outillage de la personne. Et je pense que les deux, si on peut arriver à vulgariser cette notion de compatibilité et non d'incompatibilité entre la psychologie et la religion, par exemple, ça pourrait aider en tout cas, l'implantation, le recours à du soutien psychologique entre la sphère afrodescendante aussi. Absolument, absolument. C'est très bien. Donc, le domaine du soin spirituel et de la santé mentale est assuré avec des professionnels comme vous. Oui. Nous arrivons à la fin de notre émission. Monsieur Bouma, avez-vous un message à transmettre avant de clore notre conversation? Je pense que le message que j'ai à dire ici, c'est d'abord de vous remercier d'avoir pris l'initiative de partager, de vouloir partager de l'information avec le public. Et j'invite ce public de s'éduquer. C'est vrai qu'on peut apprendre de nos autorités de connaissance, que ce soit un pasteur, un parent ou quelqu'un d'autre, mais aussi on peut jouir de ce don que Dieu nous a tous donné et de chercher son information aussi. Et maintenant, identifier qu'est-ce qui convient pour soi. Et c'est là qu'on pourra se sentir épanoui parce qu'on fonctionne avec son modèle à soi qui peut être différent du modèle de la personne devant nous qui nous parle. Absolument, merci. Une fois de plus, je vous remercie vraiment pour votre partage de connaissances au sujet de la guérison, dont je suis sûre que nous en bénéficierons tous et nous vous souhaitons du succès dans vos projets. Merci beaucoup et puis plein succès à vous aussi dans les émissions. Merci. Ainsi donc, chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et on se donne un prochain rendez-vous de Kanissa sur Kimia TV. En attendant, nous vous souhaitons la santé et la paix en tout temps. Amour, bolingo, love.